Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Vincent Guillet, je suis interne en quatrième semestre à Paris, en Île-de-France. Je suis du coup vice-président en charge du collège interne chez les biologistes médicaux. Donc là, on est au deuxième webinaire pour vous présenter la spécialité et les débouchés en biologie médicale. Vous allez voir que c'est une spécialité qui est transversale avec une grande diversité de modes d'exercice. Donc, on a la chance d'avoir un panel de biologistes tant sur le dernier webinaire que sur celui d'aujourd'hui qui exercent dans des structures variées et qui exercent différentes spécialités et qui pourront du coup vous présenter leur mode d'exercice et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou dans les boîtes à questions. On va d'abord laisser chaque intervenant faire sa présentation, vous présenter leur spécialité et leur mode d'exercice. Et ensuite, on va prendre les questions une par une pour y répondre. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer du coup à la présentation de Kevin Cassinari, qui est médecin biologiste au CHU de Rouen et qui est également représentant pour les biologistes médicaux, qui va vous faire un focus sur la génétique en biologie médicale. Kevin, Bonjour. je te laisse la parole. Ok, j'ai partagé mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez là, c'est bon? Attendez. Hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation ou c'est C'est bon, oui, parfait. vous avez la présentation ou vous avez diapo? Non, vous On a avez la version. tout le mode présentateur. Attends, donc je vais juste basculer. Hop. Est-ce que c'est bon comme ça? Parfait. Parfait. Donc bonjour. Donc moi c'est Kevin Cassinari, donc je suis praticien hospitalo-universitaire dans le service de génétique du CHU de Rouen et je vais vous parler aujourd'hui de la génétique biologique. Donc, c'est un topo que j'ai préparé avec mes internes justement pour un peu vous présenter le métier et activités. Donc, la génétique biologique, c'est quelque chose de très varié en fait. Donc, le principe de la génétique biologique, c'est d'utiliser des techniques de génétique, donc génétique moléculaire ou de cytogénétique pour pouvoir arriver à un diagnostic médical, un diagnostic donc en l'occurrence biologique et qui va concerner tous les domaines médicaux. Donc, on va avoir de la génétique qui va s'intéresser à la génétique prénatale, donc chez des fœtus, dans le cadre de la dépistage de la trisomie 21, l'exploration de l'anomie échographique fétale, donc également de la génétique plus du développement, que ce soit la génétique de la déficience intellectuelle ou de l'autisme, et également des questions d'oncogénétique avec les approches de prédisposition au cancer ou les approches théranostiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire des diagnostics pour moduler les prises en charge thérapeutiques. Également la neurogénétique, la cardiogénétique, donc tous les domaines de la médecine sont potentiellement touchés par la génétique biologique. Donc, je ne suis pas du tout là pour faire un cours, mais on a vraiment beaucoup évolué dans les techniques. Actuellement, en génétique biologique, on a toute une gamme de technologies qui sont utilisées, qui vont de l'antique karyotype, qui date des années 60, 50, jusqu'au séquençage de nouvelle génération, séquençage long grid. Et tout ça pour vous dire surtout, ce qui est très important, c'est qu'on a maintenant, là où il a fallu presque plus de 10 ans dans les années 90 pour séquencer le génome humain, maintenant le génome humain, on le séquence pour moins de 1000 $ en routine quotidienne. Et ce qui fait que pour chaque individu qu'on va séquencer, pour lequel on va faire l'analyse du génome, on va avoir des millions de variations nucléotidiques, de mutations qu'on va détecter. Et c'est tout ça, c'est là où se pose le job du biologiste médical dans cette indication, c'est vraiment l'interprétation. Et s'il y avait un mot-clé à retenir de la présentation, c'est ce mot interprétation. On est vraiment dans un domaine où il va falloir moduler, et lire des analyses, mais également choisir lesquelles parmi les millions de variations qu'on va détecter vont être responsables du phénotype du patient. Donc, c'est pour ça qu'on a également une discipline qui est très, très liée avec d'interactions clinico-biologiques. On a beaucoup d'interactions avec les collègues cliniciens parce que souvent, il faut revenir au phénotype. Et même si on a une discipline qui est très technologique, au final, ce qui est important, c'est les phénotypes et les présentations du patient. Donc, on a une activité également qui est assez proche du reste de la biologie, avec une vie de laboratoire. On s'occupe donc d'entretien, de l'encadrement, de la formation de l'équipe technique, avec une veille biotechnologique et bibliographique constante du fait des évolutions de la discipline. On a des interactions professionnelles qui vont être donc bien sûr avec des techniciens, comme c'est le cas
partout en biologie médicale, mais également avec des collègues bioinformaticiens. L'activité clinique est assez classique en génétique. Il y a beaucoup de collègues biologistes généticiens, particulièrement cytogénéticiens, qui font des consultations. Donc, c'est quelque chose qui est réalisable pour les personnes qui sont issues du DES de biologie médicale, notamment via la médecine. Et on a également une activité qui est très, très en lien avec la recherche, très adossée à la recherche, avec que ce soit de la recherche clinique, donc des cohortes de patients ou des nouveaux gènes à décrire, la recherche translationnelle, c'est-à-dire mettre en place des tests en recherche qu'on va plus tard développer en diagnostic, ou la recherche plus fondamentale. Donc, c'est un rôle qui est assez large, avec beaucoup d'activités transversales qui peuvent être déclinées quasiment à l'infini en fonction des missions qu'on a au niveau local. Donc, concernant le cursus, en quelques mots, donc, il s'agit d'options précoces médecine moléculaire, génétique, pharmacologie, dans lequel est inclus la génétique, donc, qui permet de faire jusqu'à 5 semestres en génétique biologique, dont un peut être remplacé par un semestre en génétique clinique pour celles et ceux que ça intéresse, qui est possiblement à compléter par des formations spécialisées transversales, donc des FST, de 2 semestres, qui durent 2 semestres, donc qui rallongent l'internat de 2 semestres. Et on a principalement 2 dans le domaine de la génétique biologique qui sont proposés. Il y a FST génétique et médecine moléculaire bioclinique, qui permet notamment d'avoir 1 an pour se former plus en profondeur aux consultations et à la génétique clinique, et à FST de bioinformatique médicale. Donc, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas besoin d'être un ou une geek pour devenir généticien, enfin biologiste généticien. Notre job, ce n'est pas de faire de la bioinformatique, mais c'est d'être à l'aise et de pouvoir discuter avec les collègues qui en font. Mais certaines biologistes ont envie de creuser plus dans cette voie. C'est pour ça que cette EFST existe. Il y a des enseignements pendant tout internat qui sont notamment faits en lien avec les collègues du DES de génétique médicale et les collèges d'enseignants de génétique, donc qui sont des enseignements locaux et régionaux pour la biologie, qui sont des enseignements nationaux en collaboration avec le DES de génétique. Il y a de nombreuses formations qui sont possibles et c'est également une discipline pour laquelle on a facilement d'interactions, comme je disais, avec les recherches. Et donc, souvent, les internes font un Master 1 qui n'a pas été fait pendant l'externat ou plus tôt et réalisent une césure pour un Master 2, notamment via une année recherche. Après internat, donc, on est biologiste médical spécialisé en génétique. Donc ça a dû être dit par mes collègues au précédent webinaire, mais même si on est spécialisé en génétique, on garde une autorisation d'exercice pour l'ensemble des activités de biologie médicale, hein, bien sûr, avec des débouchés donc, qui sont dans le secteur public, des carrières hospitalières ou hospitalo-universitaires, majoritairement dans des CHU. Certains CH ont des laboratoires de génétique, mais c'est majoritairement quand même en France des CHU. Avec des nombreuses offres de postes actuellement, on a une explosion du nombre des demandes en biologistes spécialisés en génétique. Des offres dans le privé également, principalement dans les gros groupements, et bien sûr à l'étranger, mais bon, je ne suis pas là pour faire la pub des départs à l'étranger des collègues. En conclusion, c'est une discipline qui est très, très vivante, donc en constante évolution, et donc que ce soit sur l'aspect médical, technologique, avec donc, la médecine de précision et des thérapeutiques et des développements des thérapeutiques, on va vraiment rentrer dans cette ère des traitements maintenant qu'on a bien avancé sur le point de vue des détections des variations, avec un rôle vraiment important du biologiste, indispensable du biologiste pour justement interpréter des résultats d'analyse de génomique. La génétique biologique, la génétique médicale ne se fait pas sans biologiste. Des grosses interactions clinico-biologiques, donc des collaborations pluriquotidiennes avec les collègues cliniciens, cliniciennes. On est très souvent dans la majeure partie des CHU de France, les services de génétique sont intégrés avec un laboratoire et une unité de génétique clinique. Il fait des relations très, très proches, des activités de consultation qui sont possibles en fonction du profil de la discipline, et donc une formation théorique et pratique qui est complète pendant l'internat. Donc voilà, un petit conseil pour celles et ceux qui s'intéressent à cette discipline de génétique biologique, n'est pas hésiter, même si on n'a pas toujours fait ses choix dès le début, en début d'internat, si c'est une discipline qui vous intéresse, à aller se présenter et à contacter l'équipe locale dès votre début d'internat, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans le DS de biologie médicale, d'avoir la phase socle d'abord et du coup d'arriver en 3e ou 4e semestre avec les échéances de thèse, de master 2 qui se rapprochent. Et du coup, pour encadrer pas mal d'internes de biologie qui se destinent à la génétique, on est content quand on sait en amont qu'ils vont potentiellement venir faire au moins leur stage libre de phase socle, voire plus tard, de manière à pouvoir préparer un peu le terrain et guider vers les bons enseignements à suivre.
Donc voilà, j'espère vous avoir un petit peu fait une overview de la discipline. Je vous laisse mon adresse email si vous avez des questions sur mon intervention, enfin, que vous pouvez poser tout à l'heure, mais que vous reviendrez plus tard. N'hésitez pas. Ben, merci beaucoup, Kevin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fera une session de questions-réponses à la fin, mais si vous posez, on prend en note et on l'abordera du coup à la fin du webinaire. On va maintenant donner la parole au professeur Bruno Lacarelle, qui est chef de pôle à la PHM à Marseille et président de la Conférence nationale des chefs de pôle de biologie-pathologie, qui va nous parler de la recherche en biologie médicale. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, tout d'abord une brève présentation. Donc je suis effectivement le directeur du laboratoire de la PHM. Gros laboratoire on va dire du 3e CHU de France. Qui a une activité évidemment très, très, très importante dans tous les domaines de la biologie, qui regroupe aussi l'anatomopathologie. Et c'est important parce qu'il y a des liens étroits aujourd'hui entre activité d'anapathe et activité de biologie médicale. Et je voulais aussi dire une chose, c'est que sur un GHT, donc groupement hospitalier de territoire, qui en l'occurrence pour nous celui des Bouches-du-Rhône, quand on regarde les activités, bien, le CHU et donc le laboratoire de la PHM reste le premier opérateur de biologie sur le territoire. Et donc, c'est, je pense, important de dire aussi qu'effectivement, la biologie hospitalière est dans certains territoires le premier opérateur. Alors, sur le sujet de la recherche, bon, désolé, je n'ai pas préparé de topo parce que malheureusement, j'ai eu des urgences depuis ce matin. D'ailleurs, je vais être assez bref et devoir vous quitter rapidement. Si on fait le lien avec, on peut faire le lien avec la présentation précédente autour de la génétique. Et d'ailleurs, à ce sujet, je confirme ce qu'a dit notre collègue généticien. Il y a clairement des carrières à faire en génétique. Et on recherche, je pense que tous les CHU aujourd'hui recherchent des généticiens. Enfin, en tout cas, nous, à Marseille, on en cherche. Il y a effectivement des carrières probablement très intéressantes à envisager, qui sont à la base des carrières dans le diagnostic, mais qui sont très proches de la recherche, comme l'a souligné notre collègue, et que de la recherche essentiellement translationnelle, mais qui peut déboucher aussi sur la recherche fondamentale. Ce qui m'amène à vous dire qu'effectivement, je crois fermement que le cursus de l'internat en biologie médicale est aussi un très bon cursus pour toute personne, tout candidat qui a une appétence pour la recherche médicale, avec un champ qui est énorme, puisqu'effectivement les besoins en recherche en particulier en biologie, sont très vastes. Donc, on a parlé de la génétique, on n'a pas parlé, pardon, mais il faudrait ajouter tous les besoins en hématologie, en immunologie, mais pas que, la biochimie qui apparaît parfois comme une discipline un petit peu ancienne, sur lequel il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'on se trompe. Il y a énormément de recherches à faire également en biochimie aujourd'hui, et notamment en lien avec la génétique, des recherches en pharmacotoxicologie, etc. Tous les domaines peuvent être couverts.
Alors, pourquoi c'est intéressant de passer par la biologie médicale pour des personnes qui ont de l'appétence pour la recherche? C'est intéressant parce que donc le cursus pour mener à des carrières dans le domaine de la recherche sont des cursus bon, longs, hein, puisque évidemment la première étape c'est un master 2 et va suivre un doctorat qui va durer entre 2 et 4 ans, mais souvent en moyenne plutôt 3-4 ans. Et le problème qui se pose, puisqu'on va arriver à bac plus 10, bac plus 12, etc., c'est qu'à un moment, il faut financer ses études. Donc, un candidat à une thèse d'université classique, je dirais, quelqu'un qui voudrait soutenir un doctorat d'université, c'est rien en mathématiques, va devoir se trouver un financement, donc une bourse, et c'est très compliqué. C'est très concurrentiel, très compliqué. En passant par le cursus biologie médicale, ben, finalement, on se retrouve dans une situation où on est en tant qu'interne rémunéré, hein, et donc finalement cette rémunération en tant qu'interne permet finalement de financer la préparation d'un cursus recherche sans avoir à postuler pour une bourse de doctorat, ce qui est encore une fois très compliqué. Donc classiquement, ce qui se passe, c'est qu'il permet d'obtenir un doctorat en passant par le cursus de la biologie médicale. C'est que comme l'a dit le précédent orateur, on peut généralement, au cours de l'internat, passer un Master 2 dans le cadre de ce qu'on appelle l'année recherche. Et bien souvent, on peut aussi, si on se débrouille bien, commencer un travail de doctorat. Ce qui fait que dans la plupart des cas, l'interne qui est motivé par ses carrières va se retrouver en fin d'internat avec son Master 2 et puis déjà une ou deux années de doctorat. Et donc, en gros, il lui reste une ou deux années à faire pour boucler son doctorat. Ce qui est possible en obtenant généralement un poste soit d'assistant spécialiste, soit d'assistant hospitalo-universitaire. Et je dois dire qu'en tant qu'universitaire, quand on a un interne qui est motivé par la recherche, on n'a pas trop de mal à obtenir pour lui un poste d'assistant hospitalo universitaire ou d'assistant spécialiste. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, on arrive par le biais de la biologie médicale à pouvoir financer et passer un doctorat sans passer sous les fourches codines de ces recherches de bourse qui sont très compliquées pour les personnes qui ne sont pas titulaires de l'internat. Alors après, je pense qu'il faut aussi parler des débouchés. Donc bien évidemment, le débouché d'un biologiste qui serait titulaire donc, et du DES de biologie médicale et d'un doctorat d'université, le débouché le plus naturel est évidemment une carrière hospitalo-universitaire qui, bon, là aussi, même si les étapes sont longues et difficiles, aujourd'hui, il faut bien voir que dans de nombreuses disciplines, les CHU recherchent des candidats. On manque clairement, on n'a pas de vrai vivier pour remplacer tous les MCUPH qui vont partir à la retraite, tous les PUPH qui vont partir à la retraite. Voilà, c'est ma génération. Moi, je sais que de ma génération, enfin, par rapport aux remplacements qui vont être nécessaires pour remplacer ma génération, on sait que c'est compliqué, on manque de candidats.
Donc, un débouché naturel qui serait sur une carrière hospitalo-universitaire en CHU, mais pas que, parce que on connaît également des cas où effectivement des internes en biologie médicale, suite à l'obtention de leur doctorat, ont pu postuler dans les organismes de recherche, bon, principalement l'INSERM, c'est beaucoup plus rare au CNRS, mais bon, l'INSERM, il y a des possibilités. Il y a aussi des possibilités dans la recherche industrielle, donc recherche et développement industriel, que ce soit dans l'industrie du médicament, mais aussi dans l'industrie du diagnostic. Et je dirais que le champ des possibles est encore plus vaste. Donc voilà, en résumé, le passage par la biologie médicale est une très bonne opportunité de se préparer une carrière de chercheur. Et une fois qu'on est effectivement, qu'on remplit tous les critères pour être considéré comme un chercheur, qu'on a une épreuve de titre avec un certain nombre de publications, etc., il devient simple de postuler sur différents postes de chercheurs, que ce soit dans le milieu public ou dans le domaine privé. Voilà, donc comme je l'avais dit, je vais devoir vous quitter. J'essaierai de vous rejoindre vers 18h10 si vous avez des questions sur le sujet. Merci pour votre écoute et puis bonne continuation sur ce webinaire. Eh ben, merci beaucoup, professeur Lacarelle, pour son intervention. Et on va enchaîner avec la présentation de du coup Mbokobza, qui est biologiste, directrice des affaires médicales au laboratoire Serbe Alliance et membre de la Société française de microbiologie. Elle va vous faire un focus sur la microbiologie. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? On ne voit pas ton écran, par contre. Je pense qu'il faut que tu refasses le partage. Alors, attends. Alors, c'est OK là, l'écran? Ouais, c'est juste en mode, complètement en mode présentateur là. C'est OK comme ça ou est-ce que vous voulez que je change le mode de présentation? Non, mais c'est OK comme ça. Ok, super. Bon, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous parler de la spécialité biologie médicale et c'est un petit focus sur ma spécialité qui est la microbiologie. Alors déjà, pour les indécis, je voulais vous dire que la biologie médicale, c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier altruiste, c'est un métier où on est là pour conseiller les cliniciens et vraiment tous ceux qui doutent, n'hésitez pas à nous contacter pour parler de façon plus appuyée si vous avez des questions plus précises. Voilà, n'hésitez pas, mais en tout cas, moi, je suis passionnée par ce que je fais et vraiment, je suis ravie de partager ma passion avec vous. Alors, tout d'abord, je m'appelle Stéphanie Mbokobza, je suis directrice médicale des laboratoires Serbe Alliance. Bon, c'est un réseau de laboratoires d'analyse privé. Moi, je suis passée longuement par l'hôpital, donc j'ai fait tout mon internat à Paris, j'ai fait un doctorat de pharmacie et aussi une thèse de doctorat plus tard. Et voilà, évidemment, un cursus hospitalier à la PHP avec des publications scientifiques, voilà, et toute la suite. Je suis beaucoup développée plutôt en virologie. Donc, pendant très longtemps, j'avais cru que la virologie, ça ne pouvait jamais se pratiquer en dehors du privé. Et en fait, il y a eu la crise Covid et en fait, ça a été un atout très, très important. Et voilà, après des années d'AHU à l'hôpital, juste après ma thèse de sciences, j'ai exercé en laboratoire de ville dans un groupement LBI. Et puis, j'ai commencé au laboratoire Serba en 2017. Le laboratoire Serba, c'est un laboratoire de spécialité. Donc, il y a 2 gros laboratoires de spécialité. Mais voilà, c'est où j'ai vraiment exercé mon métier de virologue. Et puis, voilà, depuis janvier, je suis directrice médicale Serba Alliance. Alors déjà, c'est quoi le quotidien d'un microbiologiste tous les jours? Déjà, c'est de s'occuper des échantillons bactériologiques, virologiques, parasitologiques et mycologiques de vos patients.
Donc après, ça peut être différentes sortes d'échantillons, des EMOC, des ECBU, des copros, enfin, etc., etc. Donc il y a plein de techniques. Là, je vous ai mis quelques exemples de techniques utilisées, mais il y en a de très, très nombreuses techniques. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect technique que moi j'aime bien, voilà, où on est sans cesse en train de se demander quelle est la meilleure technique et être vraiment au top de l'innovation, etc. C'est vrai que moi j'aime bien tout ça. Ça peut être du séquençage, ça peut être des trucs très high-tech, très proches des techniques de génétique. Mais ça peut être aussi, ce métier, il est vraiment pluricasquette, c'est aussi donner des conseils au prescripteur, donc vraiment être main dans la main avec le prescripteur pour lui donner des conseils sur quelle analyse prescrire, dans quel cas, pour quel contexte clinique. Donc même ceux qui parmi vous ne deviendront pas biologistes, n'hésitez pas à mettre les renseignements cliniques parce que c'est très important qu'on puisse interpréter contextuellement nos analyses grâce à vos renseignements cliniques et grâce à vous, on sera encore plus performant pour vous être utile. Donc, notre métier, c'est vraiment de conseiller, faire de la juste prescription. C'est un peu tout ce qu'a dit Kevin avant et Monsieur Lacarelle aussi. Voilà, donner des conseils aux cliniciens sur le diagnostic, sur voilà, quand le clinicien se pose des questions sur quelles sont les analyses qu'il devrait prescrire. Ben, voilà, on est là pour aider. Quand on a le diagnostic et qu'on a le pathogène, ben, on peut aussi conseiller sur les meilleurs traitements en fonction du contexte clinique, je répète. On a aussi un rôle de formation des biologistes qui ne sont pas experts en microbiologie, notamment, vous savez, les biologistes qui sont présents au niveau des laboratoires de ville. Parfois, ils sont très, très bons en microbiome, mais parfois, on a un rôle aussi de formation de ces biologistes un peu plus généralistes pour qu'eux, à leur tour, puissent conseiller les patients. Donc, on a aussi ce rôle de formation en continu. On est aussi là pour donner des conseils en antibiothérapie aux cliniciens, aux biologistes de sites périphériques. On est là pour dialoguer avec les cliniciens, mais aussi en staff, aux CLIN. Vous savez, les CLIN, c'est ces réunions où on parle de l'hygiène hospitalière, etc. Donc, très, très importante réunion dans les cliniques privées, dans les hôpitaux privés ou publics. On peut être un interlocuteur pour les CEGID, vous savez, pour tous les centres de santé sexuelle, etc., etc. Donc, en fait, on est vraiment là aussi pour aider au niveau de ces staffs pluridisciplinaires. Mais on a aussi une casquette de manager, puisqu'on doit encadrer des techniciens, des internes, et on espère vous voir très nombreux aussi dans nos plateaux techniques, des infirmières, des secrétaires médicales. Donc, le rôle managérial du microbiologiste est très, très important. Donc, si vous aimez manager, j'ai envie de vous dire, foncez parce que là, vraiment, vous aurez des équipes entières à manager. Ensuite, l'objectif d'un microbio, c'est d'assurer un workflow lean sur les plateaux techniques. Alors là, je parle en chinois peut-être pour certains, mais ça veut dire s'assurer que dans un plateau technique, les choses sont bien organisées, que les choses fonctionnent bien et s'assurer que le temps de rendu est correct, etc., etc. Mais c'est aussi tester des techniques innovantes et les accréditer. Donc, et puis, toutes ces techniques innovantes, on peut aussi les présenter lors de congrès. Donc, c'est aussi aller en congrès pour toujours rester au top de l'innovation, au top des bonnes pratiques, etc. Parce que ça change tout le temps et il faut toujours être up-to-date. Donc, c'est vraiment un métier où il faut toujours être au top. Et c'est vrai que les congrès, c'est très, très important d'y aller, toujours. C'est aussi un métier où on peut extraire de la data pour alimenter les projets de santé publique. Donc, nous, par exemple, on travaille beaucoup avec Santé publique France, les ARS, les hôpitaux, certains spécialistes qui demandent de la data pour être plus performant. Alors, pour vous dire 3 mots sur le groupe où je travaille, donc c'est le groupe Sarba Healthcare. Donc, ce qui est chouette, c'est que c'est un groupe qui est présent dans le monde entier. Donc, en France, beaucoup, mais aussi ailleurs en Europe. Là, je vous ai mis une petite carte, mais aussi en Afrique. Donc, c'est vrai que dans ce groupe, on peut travailler avec différents pays. On peut échanger avec des experts en microbiologie des autres pays. Et ça, moi, j'adore parce que ça permet d'avoir un autre regard sur les pratiques des uns et des autres. Et c'est vrai que c'est toujours très enrichissant. Donc, c'est un groupe où il y a les laboratoires de biologie, ce qu'on appelle les laboratoires de proximité, mais aussi on a le laboratoire Cerba, qui est un très, très gros laboratoire de spécialité où là, la microbiologie, elle va être un petit peu plus experte. On a aussi une business unit qui travaille sur les essais cliniques.
On a de la biologie vétérinaire dans certains pays de l'imagerie, mais pas en France, de la biologie préventive et de la NAPAT. Et c'est vrai que la NAPAT, par exemple, pour les papillomavirus, pour les Helicobacter pylori, c'est sympa d'avoir les NAPAT au téléphone pour échanger sur ce qu'eux, ils voient et ce que nous, on a diagnostiqué de notre côté. Et c'est souvent très, très sympa comme type d'échange. Donc, pour vous la faire courte, au sein d'un grand groupe privé, la microbiologie, à quoi ça peut ressembler? Disons qu'au niveau du laboratoire de proximité, c'est là que les patients se font prélever. Donc, au niveau préanalytique, on fait les prélèvements, mais aussi on vérifie que les analyses sont bien prescrites par rapport au but recherché quand on a les informations cliniques. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Et puis, en post-analytique, le laboratoire de proximité, il fait toute la prestation de conseil. Donc, il va conseiller sur l'antibiothérapie, il va vraiment apporter un conseil, que ce soit aux patients ou aussi aux prescripteurs. Et puis, on a ensuite le plateau de microbio qui va faire vraiment la partie analytique. Donc, la partie analytique qui est entre le pré-ANA et le post-ANA. Donc, le pré-ANA et le post-ANA, c'est fait, comme je vous l'ai dit, plutôt dans le laboratoire de proximité. Et au niveau analytique, le responsable de plateau, il va s'assurer que les résultats sont fiables et qu'ils sont rendus et que éventuellement, il va pouvoir donner des avis d'experts sur tel ou tel dossier. Donc, je vous ai mis le REMIC qui est un peu la Bible des microbios. Donc, le tome 1 du REMIC, c'est un peu ce qu'on fait dans les plateaux techniques Serballiance. Et puis, le tome 2 du REMIC, c'est ce qu'on va faire plutôt au laboratoire de spécialité. On va faire des analyses un peu plus expertes, disons, par exemple, du séquençage, des choses un petit peu plus complexes que tous les laboratoires ne font pas. Et puis, on a notre section recherche avec qui on est toujours en dialogue pour de l'innovation, du recrutement de patients dans les essais cliniques, du biobanking, etc. Ça, c'est l'avantage d'être un grand groupe parce qu'on peut vraiment dialoguer avec plusieurs corps de métier. Moi, je trouve ça toujours très enrichissant. Et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que comme on est plein de microbiologistes dans ce groupe, on parle entre nous. Donc, en fait, on fait des réunions mensuelles du groupe, des différents endroits où il y a des microbiologistes, et puis on parle ensemble, on brainstorm sur les sujets innovants, quelles techniques utiliser, on s'informe les uns les autres des nouvelles recommandations, on se fait notre tour de congrès, puis parfois on se rencontre tous dans les congrès, donc on est content. On fait de la communication médicale, on organise les campagnes de dépistage ensemble, on fait de l'harmonisation des pratiques, donc ça c'est très important de bien s'harmoniser pour qu'on ait tous à peu près les mêmes modes opératoires. Et puis on fait de la qualité, des analyses d'impact, on utilise nos data pour faire de l'épidémiologie. Et puis ce groupe d'experts en microbiologie donne un avis métier sur les sujets médicaux et donc fait référence au niveau du groupe. Et ce qui est chouette, c'est que les microbios, ils adorent ces réunions qu'on a ensemble parce que c'est sympa de dialoguer avec nos pairs et pas être tout seul dans son labo, quoi. Donc, un tout petit micro-mot sur le laboratoire Serba. C'est juste pour vous dire que ce laboratoire de spécialité donc, est en région parisienne, assez loin, à Saint-Ouen-l'Aumône. Et il est raccordé à tous les centres nationaux de référence parce que comme c'est un très gros laboratoire de spécialité, il y a beaucoup d'échantillons et il y a une logistique qui nous permet d'envoyer des échantillons à quasiment tous les CNR. Donc, on travaille en collaboration avec tous les centres nationaux de référence et c'est aussi une grande richesse parce qu'on apprend toujours plein de choses. On est toujours un peu au courant des innovations et c'est toujours des échanges qui sont très riches et eux sont très contents aussi d'avoir de la data de Serba ou certains échantillons précieux. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les internes… Alors, moi, je ne pourrais que vous recommander de faire des stages d'internes dans les laboratoires privés parce que même si tout le cursus est fait à l'hôpital et c'est normal et c'est l'endroit pour faire sa formation, c'est sympa quand même d'avoir une petite vision dans un laboratoire privé et c'est vrai qu'il y a des stages qui existent. Donc, et puis, ça permet de faire son choix après sur vers quoi on va s'orienter plutôt de la biologie hospitalière ou hospitalo-universitaire, comme le disait M. Lacarelle, ou bien de la biologie privée, parce que là, on aura tout vu, on sera plus à même de faire son choix. Voilà, donc il y a certains laboratoires privés, notre groupe, mais aussi d'autres groupes qui accueillent des internes, et c'est vrai, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le privé, ou même des remplacements, si vous voulez avoir une petite vision de comment on travaille. Donc voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions maintenant ou après, c'est avec grand plaisir.
Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation. Donc, une fois de plus, les questions, n'hésitez pas à les poser, on les recueille et puis on fera une session questions-réponses à la fin du webinaire. Ensuite, on va passer à la présentation du docteur Olivier Feugas, qui est médecin biologiste au Centre de ressources et de compétences des maladies hémorragiques constitutionnelles et qui va nous faire un focus en hémostase. Oui, alors bonjour. En fait, je suis donc effectivement médecin biologiste et j'ai deux métiers. Je travaille au CRC-MHC, comme on vous l'a dit. Alors, c'est quoi le CRC-MHC? C'est le Centre régional de compétences des maladies hémorragiques chroniques. En fait, c'est là où on traite tout ce qui est maladies hémorragiques et maladies thrombotiques. Et à côté de ça, je suis pas temps plein à l'hôpital, je suis mi-temps à l'hôpital et je suis mi-temps dans on va dire, un gros groupe privé de l'Est de la France où je chapeaute un petit plateau technique et bien entendu tout ce qui est hémostase au niveau de notre groupe. Alors, l'avantage, et j'espère attirer des personnes, des médecins vers ce métier, l'intérêt de faire à la fois, parce que quand on est dans un centre de maladies hémorragiques, on fait de la clinique, on fait du diagnostic, on fait de la prise en charge et on fait de la thérapeutique. Et bien entendu, quand on est médecin biologiste dans un plateau technique de l'hémostase, on fait un travail, on va dire, traditionnel. Mais le fait de faire de la biologie, et je ne vais pas dire de l'hémostase from the bench to the bed, mais de la biologie from the bench to the bed, eh bien, la biologie améliore la pratique clinique et la clinique améliore la pratique biologique. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, et ce qu'on a de moins en moins souvent parce que les prescripteurs ne sont pas assez sensibilisés, c'est les renseignements cliniques. Parce que comme en microbiologie, interpréter un bilan d'hémostase si on n'a aucun renseignement clinique, je ne dis pas que c'est impossible, mais on ne fait pas un travail de bonne qualité. Alors, je suis également passionné par mon métier, par ce métier, puisqu'on fait à la fois donc, du diagnostic, un tout petit peu de développement. Je rejoins le premier interlocuteur, Kevin. Dans notre groupement, on a 2 généticiens. Bientôt, on va faire du NGS, même si pour le moment, dans le domaine privé, il n'y a pas encore une grande ouverture. Mais disons qu'au niveau de la génétique, c'est tout à fait intéressant, et notamment en hémostase, comme vous le savez. Donc, on a un énorme rôle de conseil. Je crois que demain, l'avenir du biologiste médical stricto sensu, eh bien, c'est justement le conseil, parce que les médecins ont de plus en plus de tests à leur disposition. Ils n'en comprennent pas forcément la finalité, non pas par manque de formation, mais parce qu'on ne peut pas tout savoir et que notre rôle à nous est là, est justement de pouvoir dialoguer avec eux. Donc pour les futurs biologistes, surtout ne voyez pas ça comme un métier derrière une paillasse, derrière un automate. C'est une partie tout à fait intéressante, mais voyez ça comme un relationnel avec les cliniciens. Et tout à l'heure, au début de cet entretien, pour vous citer un exemple, donc j'ai eu un coup de fil du service d'ORL parce que nous avons un patient qui a une maladie de Glanzmann. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une thrombopathie. C'est des gens qui ont des plaquettes strictes en nombre suffisant, mais qui n'adhèrent absolument pas. Et le moindre petit saignement provoque des hémorragies très importantes, et donc il faut qu'on les prenne en charge. Alors, on les prend en charge pour le diagnostic, on va dire, une seule fois au début, et la génétique nous aide à caractériser les mutations et les fonctionnalités donc, de cette affection. Et derrière, il y a le traitement. Donc ça, c'est un patient que j'ai dû hospitaliser parce que les saignements sont continus et on lui met du facteur 7 activé. Donc c'est pour vous montrer que ça, c'est pour les gens qui saignent. Et à côté de ça, comme vous le savez, il y a de plus en plus de nouveaux anticoagulants. Et ce qu'on appelle les nouveaux anticoagulants, ils sont déjà derrière nous, puisque là, on est déjà sur les antifacteurs 11 qui sont déjà en essai de phase 3, auquel j'ai la chance de participer au CHU de Strasbourg. Et on a de plus en plus d'appels téléphoniques pour la prise en charge de patients qui sont sous anticoagulants ou qui ont thrombosé, et pas forcément des patients qui saignent. Donc, c'est encore une fois, je trouve que je fais un métier absolument passionnant. On traite donc des hémophiles, on traite des Willebrand, mais quand je dis on traite, avant on les a diagnostiqués. Et vous savez que la maladie de Willebrand, c'était une maladie sous-estimée. Au point de vue biologique, il n'y avait pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, il y a un panel tout à fait large au niveau de la biologie pour la caractérisation tout à fait précise de cette maladie de Willebrand. Et il en va de même pour l'hémophilie, où on a plein de nouveaux traitements qui demandent une collaboration étroite entre les biologistes et les cliniciens, puisque les dosages standards ne correspondent absolument pas
au traitement qu'on met en place à l'heure actuelle. Donc voilà, j'espère que vous aurez quelques questions et je ne pourrai que vous encourager, mais tout comme en microbiologie, d'avoir vraiment essayé de faire des consultations et au moins essayer de participer à des consultations. Ça enrichira votre pratique et vous enrichirez également le clinicien qui est avec vous. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Olivier Lefegas, du coup, pour cette présentation sur l'hémostase. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on verra à la fin. Et on va passer du coup à la présentation du docteur Arthur Clément, qui est médecin biologiste spécialiste en assistance médicale à la procréation dans le laboratoire Clément en Île-de-France, et qui va nous faire un focus du coup sur l'assistance médicale à la procréation. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Est-ce que vous voyez bien la présentation ? Alors non, tu n'es pas en mode présentateur là. Tu n'es pas en partage de ton écran. Alors ouais, hop, une seconde. C'est mieux l'ensemble. C'est parfait. Ok, merci. Alors, je vais vous présenter les intérêts et les limites d'une spécialisation en biologie de la reproduction. Donc, je suis Arthur Clément, je suis médecin biologiste. Je suis spécialisé moi-même en assistance médicale à la procréation et puis je suis également le gérant et directeur du laboratoire Clément, qui est un groupe de laboratoires familial qui a été créé par mon père et dont j'ai repris en 2017. On est un groupe totalement indépendant et c'est important, c'est pour nos valeurs aussi, donc je le précise. Alors, pour commencer, je souhaiterais que je vais laisser un petit peu de temps cette diapositive, que vous puissiez scanner pour les personnes qui sont présentes ce QR code, qui va vous permettre de répondre à un questionnaire qui va nous permettre de savoir un petit peu qui sont les participants, quelles sont vos attentes, quelles sont les limites et les freins, et également les intérêts que vous voyez pour la discipline de biologie de la reproduction. Ça nous permet un peu d'adapter derrière notre prise en charge pour les internes et pour les externes. Donc ce QR code sera disponible pendant toute la présentation en bas à droite, mais je vous le mets en grand pour que vous puissiez bien scanner sur cette diapositive. Donc je passe à la diapo suivante. Donc en fait, l'assistance médicale à la procréation, c'est vraiment, on pourrait commencer par « Il était une fois ». C'est vraiment une histoire, c'est vraiment une aventure. On est sur une discipline qui est extrêmement récente, il faut le savoir. Première naissance vivante, donc premier succès, on va dire, en assistance médicale à la procréation dans le monde, c'est Louise Brand en 1978. Louise Brand en 1978, vous voyez la une de Daily Mail et Evening News à la suite de sa naissance. C'était en Angleterre et on est donc en 1978, il y a un peu plus de 40 ans. Et justement, photo de droite, je suis assez 40 ans, justement, à Westminster à Londres, au détour d'un congrès, sa soirée d'anniversaire. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment sur une discipline qui est très d'actualité, très dans le temps, très moderne, très à la pointe. Et c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et c'est des choses qui plaisent en général aux internes et aux biologistes qui se lancent dans ce type de carrière. Alors, pour expliquer un petit peu en quoi la procédure consiste, excusez-moi pour cette interruption. Donc, je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Vincent, est-ce que vous voyez la vidéo? Très bien, oui. Ok, parfait. Donc, en gros, on a dans les ovaires, donc là, on est au niveau de un des deux ovaires, on a la croissance folliculaire avec l'émission d'un follicule qui, normalement, quand tout se passe bien chez un couple fertile, cet ovocyte qui est donc ovulé est fécondé, enfin, est atteint par le spermatozoïde que vous voyez à l'écran, et donc il est fécondé pour donner ce qu'on appelle donc un embryon. Et l'assistance médicale à la procréation, donc en anglais assisted reproduction ou in vitro fertilization, consiste en fait à stimuler la patiente, stimuler les ovaires de la patiente pour récupérer un nombre suffisant de follicules. Et puis ensuite, donc là on voit la croissance folliculaire. Pour ensuite, dans un deuxième temps,
Je laisse la vidéo arriver. Donc là, vous voyez l'ovaire avec les trompes. Voilà, pour un deuxième temps, en fait, par voie endovaginale. Donc là, on a une sonde endovaginale, une aiguille. Et donc, on récupère en fait au niveau des ovaires, parce que les ovaires sont en fait très proches du vagin. On récupère au niveau des ovaires, au bloc opératoire, sous anesthésie, soit locale, soit générale, les ovocytes qui ont été, enfin les follicules pour être totalement exact, les follicules qui contiennent les ovocytes qui ont été stimulés pendant le cycle menstruel. Ensuite, une fois qu'on est au laboratoire, c'est là où on a d'un côté les ovocytes qui sont récupérés et puis la partie masculine, l'homme va faire un recueil de sperme avec une émission de spermatozoïdes et au laboratoire, dans un tube, donc in vitro, comme le nom l'indique, dans un tube, on va pouvoir mettre en contact les ovocytes et les spermatozoïdes et créer cette fécondation artificielle qui va donner un embryon, vous voyez à l'image, qui va se diviser en 2, puis 4, puis 8 cellules, puis donner un blastocyste. Et au deuxième, troisième, plus souvent maintenant, cinquième ou sixième jour, on va introduire un cathéter par voie endovaginale au niveau de l'utérus et donc libérer l'embryon, que vous voyez à l'image, qui va s'implanter dans l'endomètre qui est apte à recevoir cet embryon. Donc, je me suis permis cette petite vidéo pour vous expliquer que c'était une discipline en fait qui était très médicale. On est très en contact, on en parlera tout à l'heure, mais on est très en contact avec les cliniciens. Et aussi, quelque chose qui plaît beaucoup, c'est que c'est une discipline où vous voyez des enfants et des couples heureux à l'image. C'est pas juste du cinéma, c'est la vérité. On fait un métier où on a un sens, un métier qui apporte une grande satisfaction. Et donc, c'est en ça aussi que la discipline est extrêmement intéressante. Donc, il y a d'autres diapositives sur les techniques. J'ai une autre vidéo ici. Je vous transmettrai la présentation. Donc, vous pourrez récupérer tout ce contenu. Alors, je passe juste. Voilà. Donc, aujourd'hui, en 2023, en France, en quoi consiste l'activité d'assistante médicale à la procréation ou de biologie de la reproduction? Donc, c'est une activité qui est destinée à répondre à un projet parental au sens large. Je dis aujourd'hui en 2023 parce que vous savez qu'il y a eu récemment une révision des lois de bioéthique où il y a eu un changement du cadre législatif. Où justement, je cite l'article L2141 du Code de santé publique. Et donc, aujourd'hui, peuvent avoir accès à l'assistance médicale à la procréation à la fois tout couple formé d'un homme et d'une femme, mais également tout couple de deux femmes ou toute femme non mariée. Et aujourd'hui, l'assistance médicale à la procréation en France représente parmi toutes les naissances vivantes d'enfants, l'assistance médicale à la procréation représente environ 3,5% de ces naissances. Alors, sur l'agence de biomédecine, voilà, j'ai listé les procédés biologiques que l'on utilise en AMP pour que vous ayez un peu une vision, on va dire, périphérique et globale. Donc, préparation de sperme en vue d'AMP, quelle que soit la technique, on verra qu'il y a l'insémination intra-utérine, la FIV ou in vitro fertilisation simple, la FIV avec l'ICSI, donc la micromanipulation où on prend le spermatozoïde, on l'injecte dans l'ovocyte. On a donc la fécondation in vitro en elle-même, le fait de faire la fécondation, donc soit avec ou sans la micromanipulation, donc ce qu'on appelle l'ICSI. On a également des techniques de congélation des gamètes qui permettent de congeler donc à la fois les spermatozoïdes et les ovocytes, dans différents contextes. On a des contextes qui peuvent être médicaux, par exemple des patients avant chimiothérapie. Donc là, on est très en lien avec vous voyez, tout ce qui est oncologie, ou alors des cancers gynécaux, donc on est en contact avec des chirurgiens gynécologiques. Et puis également congélation des gamètes, notamment féminines, pour des raisons sociétales. C'est un sujet d'actualité aussi pour les femmes qui sont en âge de procréer, mais qui, l'âge avançant, veulent congeler leurs gamètes pour pouvoir déclencher une grossesse ultérieure. On a également des conservations donc, des embryons et des zygotes qui permettent, donc, après la fécondation, de récupérer les embryons et de les congeler. C'est une technique qui est intéressante parce qu'on prépare l'endomètre. On a dit tout à l'heure que l'endomètre devait être apte à accueillir l'embryon. Donc, il y a toute une phase de stimulation de l'ovulation. On récupère les ovocytes, on récupère les embryons. Et dans un deuxième temps, on prépare l'endomètre et on transfère l'embryon au moment où l'endomètre est le plus propice à accueillir ces embryons. Et puis, il y a aussi une activité de congélation de tissus germinaux extrêmement intéressante, par exemple pour des patientes typiquement prépubères, chez qui on va récupérer des bouts d'ovaires ou de
tissus germinaux, on va dire, non matures, et pour lesquels on va faire derrière de la maturation in vitro, soit ce tissu germinal, follicule ou ovocyte immature, ou alors maturation in vitro des ovocytes. Donc c'est un domaine, vous voyez, on est en contact avec des oncologues, en contact avec des pédiatres, et maturation in vitro, c'est des techniques très modernes, très récentes, encore vraiment le domaine de la recherche, donc aussi un contact avec une activité de recherche. Donc vraiment une discipline transversale, très médicale, très thérapeutique, très interventionnelle, très manuelle aussi dans les techniques. Il n'y a pas tellement d'automatisation qui est possible. Il y a eu des essais de certains fournisseurs de faire des automates, mais en réalité, ça ne fonctionne pas parce que l'humain reste meilleur que la machine. Donc une activité très manuelle encore aujourd'hui. Alors, l'évolution globale de l'activité d'AMP entre 2017 et 2020, c'est le dernier rapport de l'Agence de biomédecine. En moyenne, il y a une augmentation de plus 4% par an. À noter qu'évidemment, en 2020, avec le Covid, il y a eu une fermeture des centres qui a occasionné une diminution de 22% de l'activité. J'ai en diapo suivante plus de détails. On voit ici qu'en fait, entre mars et mai, donc, il y a eu une fermeture totale des centres avec aucune fonction en avril et au mois de mai notamment, et puis une reprise de l'activité. Au total, une diminution de 22% d'activité en 2020. On est passé de 3,6% de naissance en 2019 à 2,7% sur l'année 2020. Donc la part des enfants nés en fonction des techniques, donc globalement c'est le transfert d'embryons en congé ou TEC qui représente la majorité relative des enfants nés, avec 44%, après l'ICSI 24%, la FIV hors ICSI 11,5% et les inséminations intra-utérines 20%. Donc plusieurs techniques qui permettent d'aboutir au même but, vraiment une naissance vivante. C'est vraiment l'objectif, même dans les études, c'est vraiment le critère de jugement principal, c'est le taux de naissance vivante. C'est vraiment ça et notre objectif sur lequel on doit vraiment axer tous nos efforts. Alors l'offre de soins, j'ai mis cette diapositive pour que vous voyez un petit peu la répartition en fonction des centres. Donc on est sur environ une centaine de centres en France. Donc c'est vrai que c'est des centres qui sont surtout dans les grandes villes, évidemment, avec beaucoup de centres en région parisienne, en Île-de-France, comme vous le voyez, et également beaucoup de centres, oui, effectivement, dans la partie sud-est du pays, mais une répartition assez bien faite, malgré tout. Donc, répartition régionale des activités, donc pareil en fonction des techniques. En 2017, dernier rapport de l'ADN sur lequel on a ce type de graphe. Donc, je vous envoie, je ne passe pas plus de temps dessus, je vous enverrai les diapositives. Donc, la maquette pour la FST. Donc, il faut avoir 2 stages d'un semestre dans un lieu, dans un service, donc bénéficiant d'un agrément, source, journal officiel, à date, donc 2017. Voilà. Et puis, dernière chose, les agréments des praticiens. Donc, c'est une activité qui est soumise à agrément. Il y a une évaluation des praticiens par les ARS dans le cadre de l'autorisation d'activité qui est délivrée aux établissements de santé ou aux laboratoires. Et donc, pour être autorisé en fait, à faire cette activité, le laboratoire ou les établissements de santé au sens large doivent faire appel à des praticiens qui sont en mesure de prouver leurs compétences. Et donc, on a un certain nombre de centres qui sont autorisés, dont je vous ai mis la liste à jour, c'est-à-dire le 19 mai 2023. Encore une fois, je vous enverrai la présentation pour que vous ayez tout ça. Et les autorisations sont délivrées donc, par le directeur général de l'ARS, après un avis en fait, d'une commission qui nous valide la prise en charge, une bonne prise en charge des patients au sein des différents centres qui en font la demande. Alors, en 2020, au Biomagie, j'avais présenté l'assistance médicale à la procréation. À l'époque, il y avait 59 personnes. Alors, je vais parler de ça, c'est intéressant d'avoir vos retours. Et encore une fois, je compte, vous avez le QR code en bas à droite, je compte sur votre participation, extrêmement intéressant pour pouvoir alimenter ces graphes. Donc, 59 personnes à l'époque, c'était surtout des biologistes polyvalents. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnes plus jeunes, des internes et des externes, a priori. Et donc, quelles étaient les limites d'une spécialisation en biologie de la reproduction selon donc les retours des participants de l'époque, donc de la soixantaine de participants. Essentiellement, beaucoup de personnes nous disaient le nombre de postes dispo, le nombre de postes dispo, le nombre de postes dispo. En fait, le nombre de postes dispo, effectivement, on a un nombre de centres qui est fini, à peu près une centaine. Donc, ça peut boucher, mais en pratique, on trouve toujours des postes, des solutions, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc vraiment, je voudrais lever ce frein, puisqu'il n'en est pas réellement un. Vous avez des débouchés. C'est
c'est un peu un a priori qui existe, mais il y a des solutions, et bon, je vous invite à en parler avec moi si vous le souhaitez, mais il y a des solutions qui existent. Donc, peu de postes en privé, encore une fois, ce n'est pas réellement vrai, puisqu'on a une répartition à peu près égale sur les 100 centres, un peu plus de 100 centres en France, on a une répartition égale public-privé, donc il y a des postes en privé. Et peu de postes de formation à l'internat. Ça, pour le coup, c'est assez vrai. C'est une discipline qui n'est pas trop connue en internat, d'où la très bonne initiative des biologistes médicaux de typiquement faire ce type de webinaire pour présenter les différentes spécialités et en particulier la biologie de la reproduction. Donc, les intérêts qui étaient rapportés par les personnes présentes au Biomagie, donc une biologie interventionnelle thérapeutique, on l'a dit, le contact avec les patients, on peut avoir des consultations également, d'explications pour les couples des différentes techniques, de la prise en charge, donc très important. En tout cas, c'est ce qui vous plaisait, enfin ce qui vous plaît, et c'est ce qui effectivement est assez plaisant. Alors, il y a même une personne qui a dit une raison de vivre, et c'est vrai que c'est un sens, ça donne un sens réellement au métier, tout la satisfaction qu'il y a à déclencher ces grossesses et obtenir des naissances vivantes. J'ai des patients qui sont vraiment en souffrance avec un diagnostic d'une pathologie reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui est l'infertilité. Donc, on traite vraiment cette maladie, et donc c'est hyper satisfaisant de ce point de vue-là. Donc, améliorer son profil, ça, c'est quelque chose que vous disiez aussi, oui, via l'obtention d'agréments, effectivement, ça permet de nous diversifier et de nous spécialiser sur quelque chose de plus spécifique. Les avancées dans le domaine, le lien avec la recherche, oui, on en a parlé, c'est effectivement quelque chose qui existe et qui est intéressant et qui vous plaît. Et puis la demande croissante, l'augmentation des besoins, oui, c'est une activité qui est en croissance, dû au fait qu'on a à la fois une diminution de la qualité spermatique chez l'homme et puis un retard de prise en charge chez la femme avec un âge à la première naissance qui est plus important qu'il y a 40 ans. Il y a 40 ans, l'âge à la première naissance était de 26 ans, aujourd'hui c'est 30 ans. Il y a eu plus 4 ans d'âge à la première naissance en 40 ans. Et on sait que la fertilité est très liée à l'âge féminin. Donc, c'est une demande qui, malheureusement, est en croissance, mais heureusement, avec une spécialité qui existe qui permet de répondre à cette problématique. Donc, j'ai fait cette diapositive, on va dire, de mon point de vue. Donc, les limites, dit un secteur plus confirmé en nombre de possibilités, mais on a vu que c'était assez facilement levable. Je ne vais pas vraiment en faire. J'ai mis que c'est parfois complet une activité polyvalente, et je l'ai vraiment mis dans l'intérêt et l'opportunité, parce que en fait, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir cette partie et en même temps cette activité polyvalente avec le rôle de biologiste est également extrêmement intéressant avec la Stéphanie, avec son rôle de manager, de gérer le processus workflow du laboratoire. Donc, s'intégrer dans un laboratoire plus global, c'est extrêmement important. Donc, c'est une limite, mais c'est également un avantage. Un internat très ciblé sur la spécialisation, oui, c'est une limite, mais en même temps, c'est extrêmement nécessaire parce que la formation est relativement longue et quand on sort de l'internat, on n'est pas formé. Et moi-même, j'ai fait une formation pour compléter ma formation d'internat à l'étranger, en l'occurrence, on a un service aux États-Unis, à New York. Parce qu'en fait, quand on sort de l'internat, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, l'internat est très ciblé sur l'aspect, oui, mais je pense que c'est vraiment nécessaire. Alors, une mobilité parfois requise pour trouver un poste, c'est vrai. Du fait qu'il y ait une centaine de centres en France autorisés, parfois, en fonction de là où vous habitez, ça peut être nécessaire de bouger pour pouvoir trouver un service qui nous accepte. Et les intérêts, par contre, et je finirai là-dessus, donc parfois couper une activité polyvalente, j'ai expliqué pourquoi. L'activité qui est vraiment clinico-biologique, une coordination forte avec les cliniciens, une activité transversale, une activité qui est thérapeutique, interventionnelle, ce sont des choses qui sont extrêmement intéressantes en assistance médicale à la création. Le contact patient, on l'a dit, la consultation, que ce soit pré-AMP, pré-spermogramme ou plus spécialisé, que ce soit pour le diagnostic préimplantatoire ou dans le cadre du don de l'EMS, aussi tout spermatozoïde. Le fait que ce soit un profil très spécialisé, donc qui souvent nous abrite, nous protège d'un profil préposte qui souvent est fui par les internes en sortie d'internat. Le fait qu'on soit spécialisé et qu'on ait cette spécialité, ça nous bloque le fait qu'on soit affecté à un site préposte. Une biologie interventionnelle, on l'a dit, avec un impact très important, le fait de déclencher une naissance, c'est rien de plus gratifiant. Une activité manuelle, difficilement thématisable, on l'a dit. La transversalité, on en a parlé, biologie, éco, urologue, endocrino, psychologue, génétique, un rôle d'expert en matière, une connaissance de compétences par ARS avec autant d'agréments.
la recherche, on a parlé, le peu de demande sur les postes universitaires, ce qui fait que vous allez pouvoir vous êtes à la de demander d'avoir un type de carrière, vous pouvez assez vite monter l'échelon et devenir professeur universitaire assez vite. Une possibilité de carrière à l'étranger, c'est mon cas, je suis pas très longtemps, je restais à l'étranger si c'était voulu, mais j'avais le laboratoire qui m'attendait en France, donc j'ai préféré revenir. Une médecine de prévention, hein, c'est très important en fait, l'infertilité, comme on a dit, c'est une maladie, mais c'est souvent aussi le point d'appel d'autres pathologies derrière qui sont sous-jacentes, cachées et qui se déclencheraient plus tard. Notamment, on a un gros lien avec les urologues à ce sujet, très intéressant. Une demande croissante, on l'a dit, liée au fait que l'augmentation de l'âge féminin à la première naissance, une baisse de la qualité somatique. Et puis un lien fort avec l'actualité, avec la révision des lois de bioéthique, avec des aspects éthiques, des aspects vraiment sociologiques qui font que c'est une discipline d'actualité à la fois sur ces points de vue-là, mais également sur ces points de vue recherche et très technique. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous invite donc, comme je vous disais, à participer au questionnaire, très important. Et merci à vous pour ça, pour vos collègues, pour qu'on comprenne mieux vos demandes et qu'on comprenne mieux ce que vous comprenez de la discipline et qu'on puisse adapter et faire des progrès sur ça. Et puis pour me contacter, soit mon adresse email directement, donc appelez-moi@lavoclement.com, ou alors postez mon QR code et ça vous envoie directement vers ma boîte mail. Voilà. Merci beaucoup à Arthur Clément pour sa présentation sur l'assistance médicale à la procréation. N'hésitez pas à poser vos questions, je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. On a une dernière présentation, puis ensuite on va pouvoir passer justement à la séance de questions-réponses. Et la dernière présentation, elle sera faite du coup par le docteur Ryan Satter, qui est responsable technique en biochimie au sein du laboratoire indépendant Unibio, et qui va nous parler de l'exercice libéral et de la gestion d'un plateau technique. On t'entend pas. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Alors, je vais partager ma présentation. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, c'est parfait. Ok, super. Bon, merci de me donner la parole pour ce webinaire. Je vais me présenter en quelques mots mon parcours. Hein, donc, Ryan Satter, donc, je suis pharmacien biologiste. J'ai fait un internat assez classique avec une spécialité hématologie. Une fois que j'ai fini mon internat, j'ai fait quelques remplacements partout en France, hein, sur des sites pré-poste au départ pour me faire la main, dans des CH. Et puis après, j'ai atterri dans le laboratoire Unibio. Pourquoi ce laboratoire-là? Parce que c'est un laboratoire qui permet l'intégration des jeunes, à la fois dans les décisions et à la fois dans le capital. Donc, Unibio, c'est quoi? C'est une structure de 30 laboratoires, de 45 biologistes et de 4 plateaux techniques. On fait environ entre 3 et 4 000 patients par jour. Donc, c'est une structure de taille moyenne hein, par rapport aux mastodontes de la biologie comme Cerba, Biomis, Unilabs et Tutti Quanti. Et donc, on est encore un petit groupe. Donc, je voulais juste vous expliquer un petit peu comment s'organiser les plateaux analytiques en ville. En fait, les plateaux vont dépendre de la taille de la structure. Effectivement, vous n'avez pas le même nombre de plateaux, pas le même type de plateau si votre structure fait 5 ou 6 sites, ou si elle fait 30 sites, ou 100 sites, ou 200 sites. Et puis, elle va aussi, l'organisation des plateaux va aussi dépendre du recrutement de votre structure, le nombre d'examens que vous pouvez avoir au sein de vos sites pré-poste. Et donc, ça va vous permettre ou pas de réaliser des examens ou de les sous-traiter. Il y a 4 types de plateaux. Donc, il y a les petits plateaux qui sont des plateaux d'urgence qu'on va retrouver en général sur les cliniques. Donc, c'est des faibles à moyen volume. Je ne prends pas en compte les EBMD. Les EBMD, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits automates qui sont à disposition des cliniciens. Et je ne prends pas en compte les automates de tri, qui sont des petits automates aussi qui sont retrouvés sur les sites pré-post analytiques. Donc, c'est des sites de prélèvement pour lesquels on va avoir des petits automates qui vont faire du tri. Donc, le tri, c'est ce qu'on appelle les embolies pulmonaires et les troponines. Donc, c'est l'examen qu'on doit faire dans l'urgence. Donc, ça, c'est des tout petits plateaux. Tout petits, j'exagère un peu. Ça va de 100 à 300 dossiers jour.
Dessus, on va retrouver de l'hémato, des groupes sanguins, de la chimie et de l'immuno-urgence. L'immuno, ça va être les troponines, les BNP, etc. Puis, il y a les gros plateaux, ce qu'on appelle les plateaux centralisés. Donc, c'est le plateau sur lequel j'évolue. Donc, on va aussi traiter les urgences des médecins qui sont à proximité, des cliniques, il y a une clinique qui est affiliée à ce gros plateau-là, ça dépend d'où il est placé. Et donc, là, on gère des très gros volumes, de grands à très grands volumes. Et en général, sur ces plateaux-là, il y a aussi le plateau de microbiologie. Sur les petits plateaux d'urgence, il peut y avoir de la microbiologie, mais ça reste très succinct. Donc, on va faire les LCR et les cytologies urinaires. Tout le reste est envoyé sur le gros plateau de microbiologie. Donc, sur le même plateau, on va avoir un secteur sang et un secteur microbiologie. Donc là, on va gérer des gros volumes. Ensuite, il va y avoir les plateformes analytiques. Donc ça, on vous en a parlé juste avant. Donc ça va être Biomis et Cerba. Donc eux, ils vont gérer des très grands volumes. Ça va être généraliste et très spécialisé. Et puis, il reste un dernier type de plateau, c'est la nouvelle tendance qui apparaît et qui va à contresens de ce que les pouvoirs publics ont voulu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des biologistes qui ont pris l'initiative de créer des petits sites et de créer directement un plateau sur chaque site. Et donc, ça permet d'avoir un service médical meilleur et donc d'avoir des résultats dans la journée. Donc, chaque site qui est créé, il y a un petit plateau dessus. Pourquoi pas? Donc moi, le plateau sur lequel j'évolue, je vous redis, donc c'est des gros plateaux centralisés. Donc on essaye d'être le plus, on a des gros volumes et on essaye d'internaliser le plus d'examens possible et d'être expert le plus possible. Alors le rôle du biologiste de plateau technique, c'est quoi? Comme l'a dit Stéphanie, c'est avant tout manager des équipes jusqu'à 50, mais ça peut être 100 personnes indirectement et directement 5 à 15 personnes. Donc, c'est les recruter, les accueillir, les intégrer, les former et les suivre. Donc, on va suivre les techniciens et puis on va aussi suivre les biologistes juniors et les biologistes nouvellement intégrés. Ils ne sont pas forcément juniors. Notre rôle, ça va être de créer une cohésion de groupe, d'intéresser nos collaborateurs, de garder nos équipes, les techniciens performeurs, de faire en sorte qu'ils restent dans notre société. Donc ça, c'est quand même des enjeux qui sont importants dans les structures privées. Ça va être une transmission de savoir-faire, donc apprendre à lire des lames à des techniciens qui partent de zéro, hein, ça nous arrive assez régulièrement. Bien sûr, c'est une lecture de lame sous supervision. De saisir des conclusions de sérologie infectieuse qui ne dépassent pas la limite de leur connaissance. Être biologiste de plateau, c'est travailler en équipe au quotidien sur les périodes de routine et sur les projets, avec des biologistes et des techniciens qui n'ont pas forcément les mêmes sensibilités que vous. Donc, c'est savoir faire des compromis et de mettre de l'eau dans son vin. C'est gérer et planifier des projets, changer les automates, ce qui arrive assez, en général, tous les 3 à 5 ans, on change d'automate. Pour les gros plateaux, en général, c'est plutôt tous les 5 à 7 ans. Installer des nouvelles technologies. Là, je vous parle de la PCR, parce que la PCR en ville, ça a 4 ans, hein, 4 ou 5 ans. C'est des choses qu'on a montées chez nous. La biologie, c'est une discipline qui est un mouvement perpétuel, c'est de la science. Et donc, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on a toujours de quoi faire. Le rôle du biologiste de plateau, c'est la maîtrise d'un large panel de techniques et donc de disciplines. Il y a une forte polyvalence sur les plateaux parce qu'on touche à tout, en fait. On a des biologistes qui sont spécialisés, mais en routine, on va toucher à tout. Donc, il faut qu'on sache, qu'on maîtrise le diagnostic de leucémie, reconnaître des lymphocytes atypiques, des lymphocytes réactionnels, maîtriser les règles de groupe, pardon, l'erreur, d'immunohémato, les groupes rares, savoir interpréter les sérologies infectieuses, identifier les faux positifs, les réactions croisées, donner des avis. On donne beaucoup d'avis. On donne des avis à nos confrères biologistes qui sont sur les prépostes et on donne des avis aussi aux médecins en disant, écoute, là, la syphilis, vu le contexte, c'est plus un faux positif ou non, vu le contexte, c'est plus une vraie réaction positive et donc c'est une réaction syphilitique, donc je te conseille de le traiter. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur les sérologies infectieuses. C'est de déclencher des examens complémentaires, des tests de confirmation, des tests d'avidité, lire des graphes, comprendre le mécanisme d'une électrophorèse, comment ça fonctionne chimiquement, donc l'HbA1c, les électrophorèses des protéines, l'électrophorèse de l'hémoglobine, interpréter les résultats. Alors c'est vrai que les sites de préposte, ils le font aussi, mais
votre technique, la technique que vous utilisez, elle a toute son importance par rapport à l'interprétation. Vous n'allez pas interpréter de la même façon une troponine. Alors, troponine, c'est peut-être pas le bon exemple. Une toxoplasmose roche vis-à-vis d'une toxoplasmose Abbott. Et donc ça, les biologistes de plateau, ils sont censés maîtriser leur technique. Donc on va interpréter les résultats d'hormones, de marqueurs cancéreux. Qu'est-ce que ça veut dire? On a environ une centaine de paramètres de chimie en routine, sans parler des examens spécialisés. Et tout ceci, ça nécessite au quotidien une revue bibliographique, tout simplement parce que on oublie qu'il faut réapprendre, réapprendre, et les choses évoluent constamment. Les recommandations évoluent, et donc on suit les guidelines internationales, européennes ou françaises. Et donc, comme je l'ai dit au départ, toutes les disciplines médicales sont concernées. On a de l'endocrino, de la cardio, de la rhumato, de l'onco, de la microbio, de l'hémato. Et donc, médicalement, c'est vraiment très riche. Et il y a vraiment de quoi s'amuser et s'éclater, honnêtement. Je trouve que c'est vraiment une profession qui est très intéressante, même si au départ, quand on sort de l'hôpital, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai que c'est à vous de prendre les choses en main. Il y a vraiment de quoi faire, comme le disait Stéphanie. De plus, la biologie, c'est une profession médicale qui est particulièrement légiférée. C'est vrai on va moins le retrouver dans les autres disciplines, mais typiquement, le HIV, c'est écrit dans la loi qu'il faut le tester, qu'il faut faire un test combiné anticorps-antigène avec une sensibilité donnée. Donc, il faut aussi suivre la législation. Donc, on a ce côté juridique qui est aussi intéressant. Et donc qui va nous enrichir nos quotidiens et nos connaissances. Voilà. Le biologiste médical, il est aussi à émettre des recommandations sur toute la partie préanalytique, parce que l'analytique, c'est important, mais le préanalytique, c'est aussi important. Par exemple, savoir que le dosage de l'aldorénine, ça se fait 2 heures après le lever, 15 minutes assis sans toucher le pied au sol, dans un régime normosodé, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est amené à faire des tests, des essais. Alors, bon, prenez pas peur, on ne fait pas ça sur toutes les analyses. La plupart du temps, on suit les fournisseurs, mais parfois, on a des petits gags, on se pose des questions, et donc on va faire un peu des enquêtes. C'est même souvent qu'on va faire des enquêtes. Et quand elles sont un peu poussées, on va être amené à faire des tests de congélation, de décongélation, de savoir si le jeûne a eu un impact, si l'horaire de prise de sang a eu un impact, on teste les interférences. C'est aussi participer à la création de nouveaux locaux. Pour exemple, moi, là, je suis sur un projet de 3000 m². Donc, avec mes collègues biologistes, on a décidé de tout de A à Z. On a dessiné les plans. Alors, moi, j'y ai moyennement participé. J'y participe, mais je suis pas le principal participant. Mais en tout cas, parce que c'est comme ça, j'aurais pu le faire. Et donc, c'est dessiner des plateaux techniques, choisir l'emplacement des automates, choisir les fournisseurs, choisir les techniques. De plus, on va être amené à choisir les examens en fonction du service médical rendu. Bien sûr, ça va être aussi en fonction du recrutement. Vous n'allez pas faire un examen que vous faites 5 fois par an. C'est toujours quand vous avez un recrutement suffisant. Et donc, en tout cas, de plus en plus de techniques deviennent réalisables en routine et deviennent accessibles à l'ensemble des biologistes et ne sont plus réservées au CHU, au CHR. Et donc, c'est très appréciable. Donc, on a encore beaucoup de travail. Être biologiste de plateau, c'est aussi élaborer le parcours du tube. Donc, en lien avec le directeur logistique, on va émettre les recommandations, les températures de transport. Et puis, au sein du plateau aussi, on va mettre en place des convoyeurs, soit sur des tapis roulants, soit sur des tapis volants. Voilà, donc c'est très varié comme métier. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je crois que j'avais que 10 minutes. Donc, au final, le métier de biologiste de plateau, c'est un métier qui est passionnant. Il y a de nombreuses interactions humaines. C'est très riche en connaissances médicales, scientifiques, et j'aurais pu mettre juridiques. On a une réelle expertise en maîtrisant nos techniques et en maîtrisant les limites de nos techniques. Le biologiste médical de plateau ou de pré-poste est, à mon sens, un élément clé de la chaîne de soins. On a la chance en France d'avoir vraiment cette discipline et honnêtement, on est un réel apport dans la chaîne de soins. Et donc, moi, je peux que vous encourager à choisir ce métier-là. Et donc, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Ryan, pour ton intervention et pour nous avoir présenté la bio, l'exercice libéral en bio. Je vous laisse poser quelques questions. Je vous laisse, on va dire, 2-3 minutes. Et puis ensuite, on va faire la séance de questions-réponses, si ça va à tous. Merci beaucoup à tous les intervenants pour toutes vos présentations. Donc, comme vous avez pu le voir, on a une spécialité qui est très transversale, qui peut intéresser beaucoup de profils différents, avec des modes d'exercice qui peuvent beaucoup différer, que ce soit dans le privé, dans le public, en faisant de la recherche, dans quelque milieu que ce soit. Je pense que c'est important pour les externes qui nous écoutent et qui sont en train de chercher un petit peu quelle spécialité ils vont prendre en septembre, de justement pas hésiter à poser des questions, à aller voir les biologistes des spécialités qui les intéressent, parce que c'est important de savoir dans quoi on s'engage aussi. N'hésitez pas à contacter aussi les services pour y faire un passage, parce que c'est en voyant le quotidien des biologistes qu'on sait si c'est quelque chose qui va vous aller ou pas. Et on va commencer avec quelques questions. Donc, une première question. Pour faire de l'hématologie et de l'hémostase à partir du test de bio, est-ce qu'il faut obligatoirement faire un master ou une thèse de sciences? Donc, malheureusement, on n'a plus Olivier Feugas, mais ouais, je pense qu'on peut répondre. Alors, en fait, non, tu n'es pas obligé de faire un master ou une thèse de sciences. Le cursus de bio pendant l'internat, il s'organise avec donc 3 phases maintenant depuis 2017. On a 2 ans de phase socle dans lesquelles on est obligé de passer dans les différentes spécialités, on va dire, de base de la bio, c'est-à-dire biochimie, bactério, hémato. Donc ça, c'est pour voir un petit peu toute l'activité que tout biologiste est censé connaître. Et après, on a un semestre libre où on peut soit voir une spécialité qui nous intéresse ensuite si on veut se spécialiser, soit compléter un petit peu avec d'autres choses si on veut être polyvalent, voire faire en filière pour aller demander des stages en fait en dehors de la bio, parce que c'est le moment aussi d'en profiter. Et une fois que cette phase socle elle est terminée de 2 ans, on va te demander de choisir parmi les options. Et donc là, tu as la biologie polyvalente, l'immuno-hémato, donc c'est là que tu as hémato ensuite cyto et hémato plutôt hémostase. L'option agent infectieux qui réunit du coup bactériaux, viraux, mycoparasitaux. Et ensuite, il y a l'option donc médecine, enfin biologie du développement, de la reproduction, pardon, procréation médicalement assistée. Et l'option biochimie, pharmaco, génétique, qui regroupe du coup toutes ces spé. Et donc ensuite, c'est 1 an d'internat en approfondissement donc dans ces spécialités-là. Et finalement 1 an de docteur junior où c'est plus le même mode de choix et on est censé continuer à se spécialiser et à s'autonomiser dans notre spécialité. Juste compléter sur la thèse de sciences, le Master 2, c'est vrai que la plupart des gens qui souhaitent faire un Master 2 le font pendant l'internat. Il n'y a pas d'obligation du tout d'en faire pour devenir biologiste médical. Bon, bien que pour rester dans le CHU, c'est assez souvent conseillé, même si ce n'est pas obligatoire statutairement. Par contre, la thèse de sciences elle est généralement plutôt faite après internat, en post-internat. Certaines personnes le font pendant l'internat et les maquettes le permettent et césures le permettent, mais le parcours classique
entre guillemets, est plus fréquent. Les gens qui font une thèse d'université, c'est plutôt pendant post-internat, donc sur un poste d'assistant hospitalier universitaire, par exemple, ou sur un poste à 100% de thèse avec des financements dédiés. Mais c'est quand même un très faible pourcentage des internes, là je parle de tous les internes, pas seulement de la biologie médicale, qui font leur thèse de sciences pendant l'internat. Globalement, de toute façon, le Master 2 et la thèse de sciences, c'est plutôt pour les cursus de recherche. C'est vrai que dans les grandes villes, ils ont tendance à demander des Master 2 parfois dans les CHU, mais ce n'est pas une nécessité pour exercer ton métier, quelle que soit la spécialité que tu prends en biologie. Alors, ensuite, du coup, on a une autre question. Est-ce que c'est possible de faire des consultations type d'hémostase dans le privé? Alors ça, c'est un petit peu plus tendancieux. Alors les consultations d'hémostase, c'est un petit peu compliqué parce que notamment le statut entre médecin et pharmacien n'est pas forcément égal sur ça. Il y a des pharmaciens biologistes spécialisés en hémostase qui font des consultations, mais qui souvent ont des difficultés ensuite pour prescrire ou qui se font embêter aussi pour des questions d'assurance. Les assureurs professionnels veulent pas en fait pour l'instant assurer. Il y a un travail de toute façon qui est fait avec les syndicats pour essayer d'égaliser du coup le statut entre pharmacien et médecin biologiste sur ces questions-là. Et ensuite, je pense effectivement que c'est plus facile sur un exercice hospitalier puisque tu vas exercer sous en fait la responsabilité aussi d'un chef de service et de tout un pôle, ce qui facilite la tâche notamment pour les prescriptions. En tout cas, moi, je ne connais pas de biologiste spécialisé en hémostase qui fait des consultations dans le privé. Je ne sais pas si Kevin ou effectivement, Ryan. c'est pas fréquent d'avoir des. C'est pas fréquent, mais attention, la biologie, c'est une discipline qui évolue et tout est possible. Hein, tout est possible. Bon, à mon avis, c'est réservé aux médecins. Je crois qu'on n'a que des médecins en face de nous, hein, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est vrai que vu que les consultations en hémostase nécessitent des examens qui sont qui sont très spécialisés, bah, c'est vrai que c'est plutôt du ressort des CHU et du coup, moi, j'en ai pas vu en ville. Mais attention, la limite, la frontière public-privé est en train de plus en plus se resserrer et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En génétique, est-ce que c'est à peu près la même question qu'hémostase, en fait, c'est des biologistes, surtout médecins, qui font des consultations qui ne sont pas des consultations où on examine les patients, mais plutôt en génétique, des conseils génétiques, des explications de résultats, des orientations thérapeutiques pour l'hémostase et plutôt des conseils génétiques pour la génétique. Et ça commence à se faire. Il y a des biologistes médicaux dans des grands groupes qui, notamment par activité de prénatal, et des grands groupes qui ont des partenariats avec des cliniques privées et pour lesquels les biologistes sont amenés à ponctuellement faire des consultations au sein des cliniques chez des femmes enceintes chez qui ont été détectées des anomalies échographiques. Donc ça se fait, c'est pas du tout une norme, mais comme le dit Ryan, c'est quelque chose qui tend à se développer et qu'on voit partout en médecine, et donc y compris en biologie. Voilà. Mais c'est pas quelque chose qui est une norme. Ensuite, question pour la biologie de la reproduction. Est-ce que venir de pharmacie et non de médecine ferme du coup des portes, notamment pour le droit aux consultations, ou tout simplement que les pharmaciens sont moins estimés que les médecins dans cette spécialité? Peut-être Arthur, tu peux répondre à cette question. Alors, on ne t'entend pas par contre là. J'en jette sur une autre question, puis on va revenir vers toi, Arthur, du coup, le temps que tu résous ton problème de son. Est-ce que pour être biologiste de plateau, il faut une spécialisation spécifique, comme par exemple avoir fait du coup l'option de biologie polyvalente dans le DES? Alors, la réponse, c'est non. La plupart des disciplines en biologie médicale peuvent s'apprendre sur le terrain. Pour la PMA, je ne sais pas, mais en tout cas pour la génétique, je sais. Pour la trisomie 21, toutes les disciplines qui demandent un agrément, il suffit de travailler 6 mois avec un biologiste qui exerce la pratique et après de demander l'agrément. Donc, vous inquiétez pas pour les formations, on peut même au cours de sa carrière changer de spécialité et faire toutes les choses
qu'on veut et dont on a la possibilité. Donc, ça dépend vraiment des occasions. Pour être biologiste de plateau technique, clairement, moi, je me suis formé sur le tas parce que tout simplement, la discipline en ville, elle n'est pas du tout la même que la discipline à l'hôpital. Et donc, c'est les biologistes qui sont présents. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être entouré de biologistes plutôt capés, performants et qui m'ont transmis leur savoir-faire. Et puis après, on apprend sur le tas, hein. Donc, c'est comme toutes les disciplines médicales, il faut plusieurs années pour pouvoir maîtriser. Et puis, il faut rester toujours humble. Mais donc, non, il y a pas de parcours particulier et ne vous mettez aucune limite. En tout cas, alors c'est juste mon avis pour la PMA. Ne vous mettez pas de limite sur le fait que vous soyez pharmacien ou médecin. Allez jusqu'au bout de vos envies. Ne lâchez pas. Si vous voulez faire de la PMA avec votre pharmacien, bah, allez-y, même si moi je ne maîtrise pas, mais même si vous ferez peut-être moins de consultations, vous ferez des trucs que vous ne pourrez pas faire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des biologistes en pharma qui sont en privé, qui font de la PMA et qui s'éclatent. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, après 10 ans, presque 10 ans de carrière, c'est ne vous mettez aucune limite. Faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie et surtout gardez confiance en vous parce que effectivement, il y a toujours des professeurs ou des biologistes ou vos confrères qui vont vous décourager pour des choses. Ouais, c'est dur, c'est dur. Mais non, vous pouvez le faire, vous pourrez le faire. Voilà. Merci Ariane. Est-ce que Arthur, du coup, ton son est revenu? Non, toujours pas. Ah bah si, c'est bon. C'est bon, ok. Je ne peux pas dire mieux. Il faut aller au bout de son ambition. On a des pharmaciens qui font de la biologie de la reproduction. C'est pas bloquant. Ça apporte d'autres choses. C'est très complémentaire avec le point de vue médical. Faut pas que vous disiez ah non, je viens de pharma et donc je peux pas le faire. Non, au contraire, allez-y à fond si c'est ça qui vous anime. Vous surpasserez tous les éventuels problèmes que vous mettez ou que d'autres biologistes ou d'autres personnes que vous rencontrez dans votre cursus vont vous mettre. Eh ben, super. Ensuite, question sur la rémunération. Est-ce que, elle varie en fonction de la spécialité qu'on choisit? Alors, à l'hôpital, non. À l'hôpital, en fait, ce qui définit la rémunération des praticiens à l'hôpital, donc, c'est uniquement le statut et l'ancienneté. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir différents statuts, donc généralement d'assistant au début, d'assistant hospitalier universitaire pour la version universitaire, puis de praticien hospitalier ou maître de conférence et professeur, UPH. Donc, c'est chacune de ces types de postes intégrés de salaire qui évoluent avec l'ancienneté, qui sont associés à des primes ou non. Donc, globalement, entre un praticien hospitalier et un maître de conférence, les différences ne sont pas énormes, mais ce qui définit ça, c'est en théorie, pas la spécialité, en tout cas au sein de la biologie, pas la spécialité. Ce qui peut varier, c'est que vous allez avoir des disciplines qui vont avoir des gardes ou des astreintes, donc des gardes de nuit ou des astreintes de samedi dimanche, qui du coup sont rémunérées, qui du coup peuvent faire un décalage de rémunération. Mais en tout cas, à l'hôpital, il n'y a pas de différence que vous soyez sur le salaire de base, que vous soyez biologiste de reproduction, généticien ou biochimiste. En privé, j'ai assez quoi que parler. Dans le privé, c'est un peu pareil, il n'y a pas réellement de différence. Globalement, les salaires, c'est quand même une question, enfin pas à l'hôpital, mais dans le secteur libéral comme moi, c'est quand même une question d'offre et de demande. Donc, on dit souvent que ce qui est rare est cher. Donc, je vous invite, si vous vous posez la question, quand même à vous spécialiser. C'est toujours plus précieux que de faire quelque chose qui est moins spécifique. Voilà. Mais globalement, les salaires sont les mêmes. On voit des salaires similaires entre les bio en fonction des différentes spé, en tout cas dans l'activité libérale. Après, ça va quand même dépendre du fait d'avoir ou pas des parts dans la société. Donc ça peut quand même impacter fortement les salaires. Mais moi, je vous invite quand même à choisir. Indépendamment de l'aspect. Indépendamment de l'aspect, effectivement. Indépendamment de l'aspect, mais je vous invite quand même à choisir votre métier en fonction de vos affinités parce que l'argent, ça va de 3 minutes, ça va de 3 ans, mais il a été censuré. T'entends plus? Dommage, ça devait être un beau discours. Je pense que la conclusion, c'était globalement que
vu que la rémunération, elle dépend plus du statut ou de la place que vous avez dans l'entreprise que vous allez rejoindre dans le privé, et pas de votre spé, le plus important, c'est de trouver une spé pour laquelle vous avez un intérêt intellectuel, parce que c'est aussi votre quotidien, et c'est ça qui va faire que vous êtes bon dans votre spé, hein, c'est que vous y intéressez, vous êtes curieux dedans. C'est clair. On va peut-être passer à une autre question du coup. Est-ce que, alors, si Ryan n'a plus de son par contre, pour faire de la BDR, est-ce qu'il est obligatoire que la thèse soit en rapport avec la BDR ou pas? Par exemple, est-ce qu'on peut faire BDR en deuxième ou troisième année? En deuxième ou troisième année par moins de poste d'interne. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de rejoindre de la BDR si on n'a pas fait une thèse spécialisée en biologie de la reproduction du coup? Je suis moins à l'aise avec les maquettes. Moi, à mon époque, il fallait, peut-être Vincent, tu vas pouvoir répondre à cette question. Ouais. Elle est plus globale, mais à mon époque, il fallait, enfin, en 2017, quoi, il fallait avoir fait 4 stages d'AMP, donc tout le niveau 2 à l'époque était en AMP, donc forcément la thèse était en rapport avec ça. Mais aujourd'hui, où il y a seulement une phase de 2 semestres nécessaires, peut-être que c'est différent. C'est un peu pareil, en fait, il y a une option précoce donc du biologie de la reproduction avec une maquette à remplir pour la phase 2, phase 3 d'approfondissement et de consolidation avec un nombre de stages. Mais je comprends la question sur la thèse personnellement parce que il faut obligatoirement avoir fait l'option précoce biologie de la reproduction pour que l'internat soit considéré comme ayant été biologie orientée biologie de la reproduction. Par contre, c'est vrai qu'il y a les soucis de la thèse qui doit être faite relativement tôt dans le cursus. Et ça, après, il y a thèse en elle-même, mais pas forcément dans les services auxquels on va spécialiser, dans l'absolu, même si c'est quand même mieux, parce que thèse, c'est pas juste quelque chose qu'on rend, c'est aussi un travail qu'on a fait et qui, généralement, pour être synergique, est fait en rapport avec l'activité qu'on a. En tout cas, pour répondre à la question, il faut quand même si, comme disait Ryan, tout est possible en termes d'évolution, pour que l'internat soit à la fin marqué biologie médicale spécialisée dans n'importe quoi, il faut qu'il y ait option précoce qui aille avec, à mon avis. Enfin, je pense que c'est... Ouais, c'est effectivement, normalement, faut passer par l'option précoce. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des subdivs dans lesquels ils vont limiter le nombre de postes parce qu'ils savent que dans la région, les postes offerts vont pas être maximum. Normalement, il n'y a pas possibilité de limiter le nombre de postes en option précoce. Après, j'imagine que dans tous les cas, si vous voulez absolument faire de la biologie de la reproduction, il y a d'autres voies possibles par des DU, par des deuxièmes options maintenant que il y a possibilité de faire une deuxième option après avoir fini son internat, des FST ou d'autres formations théoriques aussi. Mais ça, c'est des choses à voir avec vos coordonnateurs et les référents d'ESP individuellement, voire les personnes qui vous offrent un poste potentiellement derrière en bio de la reproduction. Et une chose aussi qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, c'est les interchus. Il ne faut vraiment pas hésiter, notamment si vous avez l'impression que c'est un peu bouché au niveau des terrains de stage. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller voir ailleurs comment ça se passe. Déjà, c'est super de voir comment d'autres centres font la même chose que ce que vous apprenez. Et en plus, ça permet aussi parfois d'ouvrir des terrains de stage qui ne sont pas forcément disponibles chez vous parce que soit la spécialité n'est pas très développée dans votre subdivision, soit il y a beaucoup d'internes. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à solliciter des interchus pendant votre maquette. Ensuite, j'avais une question pour Ryan, mais du coup, on va attendre qu'il se reconnecte. Ryan, tu nous entends? Et nous, on ne t'entend pas. Donc, autre question générale, à quel moment est-ce que vous avez fait le choix de votre spécialité? Est-ce que vous aviez une idée avant l'internat ou est-ce que c'est venu pendant l'internat pour votre spécialisation, du coup, pour votre option précoce? Kevin, moi, tu sais que tu voulais faire de la génétique il y a déjà avant ou oui, moi je savais qu'il faut faire de la génétique déjà avant. D'ailleurs, mon initiation était plus entre les 2S de biologie médicale et 2S de génétique. Ça, c'est un autre sujet. Mais oui, moi personnellement, c'est quelque chose que je savais que je voulais faire dès le début. J'ai fait de la biologie parce que je voulais m'orienter en génétique dès le début. Et Arthur? Moi, c'est un peu une histoire familiale aussi. C'est que je voulais faire de la bio et rejoindre mon père. Et mon père avait au sein du labo, en fait, on a un service d'AMP.
Et donc, il fallait de fait que je me spécialise en AMP. Et en fait, c'était une spécialité qui m'intéressait. Donc, j'ai toujours baigné dedans. Donc, voilà, ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Mais sans regret. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup et que je recommande parmi d'autres spé. Là, je pense que la biologie, Stéphanie a dit, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai que c'est un métier qui est extraordinaire. Quel que soit l'aspect, franchement, on se régale. Donc, comme disait Kevin, Ryan, pardon, faites ce qui vous anime. C'est ça qui va faire que vous êtes bon et que vous êtes performant et qu'au final, on va vouloir vous recruter, et quel que soit le salaire. Donc, ça englobe, ça répond à plusieurs questions à la fois, comme ça. On a une autre question sur les débouchés en hémato et notamment si on peut avoir un poste en tant que PH à l'hôpital. Oui, complètement. Après l'internat, c'est possible d'avoir un poste. Il y a beaucoup de postes de PH en hémato, que ce soit en cyto, en hémostase ou même en immuno qui est rattaché sur la même option précoce. Et pareil, il y a des postes dans le privé aussi d'hémato. Et des postes en hôpital universitaire aussi. Il y a des postes partout en hématologie. Autre question sur les interchus. Est-ce qu'il faut échanger avec un autre interne ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Alors, les interchus, souvent, il faut demander l'autorisation à son ARS ou à son CHU d'origine parce que ton salaire dépend de ton CHU d'origine. Et du coup, ton salaire va dépendre de ton CHU d'origine. Donc, il faut que tu aies l'autorisation de l'ARS parce que c'est eux qui vont te payer pendant l'interchu. En général, il n'y a aucun souci jusqu'à la phase de docteur junior et c'est un peu plus compliqué pendant la phase de docteur junior parce que ça a été décidé que la phase de docteur junior devait se faire plutôt dans la subdivision. Par contre, si vous avez un projet qui est spécialisé dans une spé où il n'y a pas vraiment de poste, où vous ne pouvez pas le faire dans votre région, il ne faut vraiment pas hésiter à faire une demande, même que ce soit pendant le devis, que ce soit pendant une FST, parce que si vous avez un projet bien ficelé, ça sera accepté et il n'y a pas besoin de faire un échange avec un interne de l'autre région. La réforme du troisième cycle a quand même beaucoup insisté sur cet intérêt d'interchu et d'échange. Quand je dis échange de formation dans d'autres subdivisions que la subdivision de formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose actuellement et refus pour les interchus. Personnellement, je suis partie des commissions d'interchus de ma subdivision. C'est très rare qu'un dossier d'interchus soit refusé. C'est vraiment quand les choses ne tiennent pas ou que c'est un problème qu'il y a un problème d'organisation, mais dès que quelque chose est cohérent sur le point de vue de la formation, c'est accepté en fait. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. De toute façon, si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à contacter les biologistes médicaux. Donc, on vous a mis l'adresse mail contact@lesbiologistemedicaux.fr ou la FNSPBM avec qui on co-organise ces webinaires. Nous, de toute façon, on est là pour répondre à vos questions, que ce soit en prévision d'internat ou même pendant l'internat. Et je vous recommande aussi de contacter les référents de vos villes en charge de la bio. On peut vous mettre en contact avec eux pour que vous fassiez une idée de l'internat en bio dans vos villes, dans les villes que vous visez si vous êtes en poste ECM. Et je prends juste une dernière petite question parce que ça branche sur quelque chose qu'on fait. Est-ce qu'il existe des DU pour apprendre la gestion et tout le côté non médical pour monter un labo privé? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de DU là-dessus, mais il y a des formations qui commencent à se monter sur justement les aspects pratiques en bio. Et de toute façon, les différents réseaux de laboratoires sont assez disponibles pour aiguiller les jeunes biologistes sur les projets de création de labo ou l'entrée dans le monde libéral. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions a posteriori par mail, à nous recontacter s'il y en a encore. Je vous remercie du coup pour avoir assisté à ces webinaires. Je remercie tous nos intervenants pour leurs interventions et être restés jusqu'à la fin de la séance questions-réponses.
Et je vous dis à une prochaine, peut-être en bio dans un labo. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci. Merci Vincent.